Bonjour et merci de votre fidélité tout d'abord pour cette troisième vidéo sur les IoT. Les IoT et bien évidemment surtout Windows 10 IoT Core qui nous permet de piloter un certain nombre de devices. On en reparlera car il y a quand même des choses à dire sur ce Windows 10 IoT Core et sur la finalité de notre démarche, qui est bien de prototyper des choses dans le but un jour de pouvoir l'industrialiser. On peut détourner ça à son propre avantage, à titre personnel, pour en faire bien évidemment des montages comme arroser automatiquement son jardin ou un système de surveillance de sa maison, mais il faut savoir que Windows 10 IoT Core n'est qu'une version simple de prototypage pour d'autres versions de Windows 10 IoT Core beaucoup plus sérieuses, tournées vers l'entreprise une fois que vous avez réalisé votre prototype et qu'enfin vous réalisez le montage électronique final pour pouvoir le distribuer et le vendre. Donc il y a une démarche réellement professionnelle derrière qu'on détourne un tout petit peu à notre avantage et c'est une bonne chose puisque ça va bien nous amuser. D'ailleurs, la première vidéo vous a présenté comment installer Windows 10 IoT Core et comment le mettre en place, comment le démarrer, à quoi ça sert, etc. Je ne répéterai pas tout ça. La deuxième vidéo vous a montré comment faire de la programmation background. C'est assez essentiel sur ce genre de machine puisque plus souvent on n'a pas d'écran, ni d'écran de contrôle, mais éventuellement quelques switches, et puis tout ça est enveloppé à l'intérieur d'un petit boîtier qui va piloter par exemple une station météo ou des choses de ce genre-là. Dans cette troisième vidéo, nous allons passer au troisième point le plus important pour commencer à pouvoir faire des choses intéressantes avec un Raspberry ou autre chose d'ailleurs qui est supporté par Windows 10 IoT Core, toute machine de ce genre-là, dans ce contexte de l'IoT, dans le contexte des microcontrôleurs, eh bien, ce sont les communications série. Bien évidemment que tout ne marche pas comme ça, tout ne marche pas comme notre premier exemple avec le fameux Blinky qui fait clignoter une petite LED à travers une résistance. Bien évidemment, tout n'est pas aussi direct que ça et aussi simple que ça. Donc, on va poser des circuits intégrés, on va poser des sondes sur notre breadboard, et à un moment donné, il va bien falloir qu'on puisse discuter avec. Et on va discuter de quelle manière? Eh bien, on va discuter grâce à des communications série la plupart du temps. Et pour ça, il faut en connaître les noms, en connaître les types. Et puis, nous verrons un exemple bien concret de ce mode de fonctionnement avec une sonde qui fait capteur de température, d'hygrométrie, etc., etc., qui est assez simple à mettre en œuvre au niveau électronique, mais qui nous permettra de parler de tous ces problèmes liés à la communication série entre les puces ou entre les puces et le Raspberry. Et aussi, ça nous permettra d'aborder la façon d'analyser logiquement, c'est-à-dire le debug bien particulier de ces communications série qui demandent des outils particuliers, même s'ils ne sont pas chers, mais ce sont des outils particuliers. Donc, je vous remercie encore pour l'attention que vous allez porter à cette nouvelle et troisième vidéo sur Windows 10 IoT Core, et je vous dis à tout de suite, puisque je reprends la suite dans les explications. On y va. Windows 10 IoT Core, les communications série. Je vous les ai déjà présentées en introduction de cette vidéo, on ne va pas s'appesantir sur ce qu'est Windows 10 IoT Core. Nous en sommes à la troisième vidéo portant sur ce sujet, et on va aller à l'essentiel le plus rapidement possible. Pourquoi c'est si important? Le monde est plein de machines de type connecté, de type miniaturisé, piloté, commandé, bref, toutes les raisons du monde sont bonnes pour s'intéresser à Windows 10 IoT et sa version plutôt faite pour le prototypage, IoT Core. Mais un circuit électronique, c'est quelque chose de très utile à partir du moment où on est capable de le commander, à partir du moment où aussi les composants qui sont posés dessus sont capables d'interagir. Donc, pourquoi parler des communications série aujourd'hui? Parce que c'est le troisième volet le plus important. Dans le premier, vous avez appris à formater une carte SD pour mettre Windows 10 sur votre Raspberry, ou d'autres devices supportés par cet OS. Et puis, dans le deuxième volet, nous avons appris comment faire de la programmation background, qui est celle qui est quand même la plus courante dès qu'on veut faire de l'automatisation, de la domotique ou des choses comme ça. Et dans ce troisième volet, on va aborder les communications série, parce que les composants ont besoin de savoir comment dialoguer les uns avec les autres, mais dialoguer aussi avec le Raspberry ou le microcontrôleur avec lequel ils sont connectés, ce qui est valable pour un Arduino aussi par exemple. Il y a deux systèmes de communication de données qui ont été et qui sont toujours largement utilisés. Ce sont les communications parallèles ou les communications série. Chacune a ses avantages et ses inconvénients, mais il faut savoir que dans le monde des microcontrôleurs, c'est plutôt les communications série que vous allez rencontrer. Alors, en gros, comment ça fonctionne? À gauche, vous voyez une communication parallèle sur 7 bits, et à droite, vous voyez une communication série. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Sur la transmission parallèle, il y a autant de lignes qui relient les deux chips, les deux circuits, qu'il n'y a de bits qui sont transmis en même temps. On a dit donc une transmission de 6 bits, et bien on a des lignes de data 0 jusqu'à 5. Alors que sur la transmission série, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on dispose d'une seule ligne qui va transmettre des données à un autre module, et tout va se passer
par cette ligne unique. Alors, aussi bien dans le parallèle que dans le série, il faut savoir qu'en plus, on aura besoin d'un câble supplémentaire généralement, voire deux, ne serait-ce que pour l'horloge, mais on va y venir dans quelques instants. On va se focaliser donc sur ce qui est le mode série, puisque c'est celui qui est le plus utilisé, notamment pour les montages que nous sommes amenés à faire avec Windows 10 IoT Core et un Raspberry ou une autre device. Donc il y a ces deux modes, et vous allez retrouver ce qu'on a déjà en informatique, c'est-à-dire le mode série asynchrone et le mode série synchrone. Regardez le schéma. À gauche, vous avez la transmission asynchrone. Dans la transmission asynchrone, chaque module dispose d'une ligne de transmission de données et d'une ligne de réception de données, le TD et le RD. L'un peut transmettre à l'autre pendant que l'autre transmet au premier. Ce qui veut dire qu'on peut accepter des communications full duplex, éventuellement. On peut faire du half duplex, mais on peut faire du full duplex. Le débit est relativement correct, mais on a oublié de représenter ici aussi l'horloge, puisqu'il y aura toujours une horloge pour piloter, bien évidemment, les deux modules, ou voire plus, qui sont en communication dans cette communication série. C'est une communication bit à bit, hein, on est toujours dans de la communication série, mais le principe de fonctionnement fait qu'il y a certaines lourdeurs dans les protocoles et qu'on peut faire mieux. Et puis on a le mode synchrone. Dans le mode synchrone, on va envoyer un signal d'horloge, c'est le SCK que vous voyez au milieu, et ce signal d'horloge va être envoyé par le maître à tous les esclaves, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, qui seront branchés sur la ligne. Et puis on va se retrouver avec une ligne d'envoi, donc Serial Data Out, SDO, et une Serial Data In, qui est une entrée série, de données série. Et vous voyez que sur l'esclave, on retrouve exactement la même chose, mais branchée encore une fois, bien sûr, à l'inverse, puisqu'une sortie est branchée sur une entrée et inversement. Alors ça oblige une horloge. Une horloge, forcément, puisque tout va se baser dessus, puisque tout est synchrone. Mais les variations qui peuvent être subies par cette horloge sont beaucoup moins graves, dans le sens où tout est géré par le maître. Donc c'est le maître qui dicte la cadence avec son horloge. Donc si son horloge connaît des hoquets, connaît un peu des accélérations ou des ralentissements dans le temps, si elle n'est pas ultra fiable, en fait, comme les esclaves vont se tramer sur cette horloge, eh bien, il y aura assez peu d'incidence sur la qualité de l'émission et de la réception des données. Donc ça, c'est un point assez intéressant. Donc l'horloge n'a pas besoin d'être ultra précise non plus. On a vu parallèle série, on a vu qu'on choisissait série. Dans série, on a vu qu'on pouvait choisir entre asynchrone et synchrone. Eh bien, quels sont ces protocoles synchrones et asynchrones qui sont les plus utilisés? Vous avez la liste ici. Nous avons celui qui est un peu le père des autres, celui qui est à la base, le plus connu, un des plus anciens très certainement, qui est UART, qui veut dire Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Donc récepteur, transmetteur, asynchrone universel. Il est à la base quasiment de tous les autres protocoles, dont le fameux RS-232 que vous connaissez forcément. Il est aussi à la base de CAN, qui est utilisé très largement sur les automobiles, pour Controller Area Network. Hein, c'est un bus, et qui permet une com parfaite sans avoir besoin d'un ordinateur central. Et puis, on a un asynchrone qui est ultra connu, qui est Internet, mais là, on n'en parlera pas aujourd'hui. Dans les protocoles synchrones, ceux qui sont les plus utilisés, et dont on parlera le plus dans cette session, ce sont SPI et I2C. SPI qui est Serial Peripheral Interface, donc interface de périphérique série, tout bêtement, et I2C, parce que c'est Inter-Integrated Circuit, donc on comprend que c'est une communication qui est faite pour communiquer entre les circuits eux-mêmes. Et puis, il faut dire un mot de microwire, parce que c'est un sous-ensemble de SPI, et qui est utilisé parfois, par exemple pour les EPROM, ou des choses comme ça. Mais SPI et I2C sont les protocoles les plus importants que vous rencontrerez, et qui seront les plus importants quand on utilise des microprocesseurs, ou des microcontrôleurs de type Arduino, par exemple. Alors, la notion de protocole ne devrait pas vous être trop étrangère, hein. On utilise déjà des protocoles en informatique, déjà pour commencer, et puis le protocole, c'est comme en diplomatie, on parle bien de réception protocolaire ou de choses de genre-là. Un protocole, c'est tout simplement, comme les tests qu'on a en médecine, par exemple, sur des médicaments, ils suivent des protocoles. Un protocole, c'est tout simplement la liste des choses qui doivent être faites, par qui et dans quel ordre. C'est exactement ce que sont les protocoles que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, il existe des variantes, parce que sinon ça serait trop simple. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure et j'en ai dit deux mots. On a le mode full duplex et le mode half duplex. Le duplex intégral ou full duplex, en fait, c'est le schéma qu'on avait tout à l'heure pour du mode asynchrone. On a un maître, là ici, et un esclave. Les deux communiquent en même temps, chacun ayant sa serial data out branchée sur la ligne de l'autre, et réciproquement. En half duplex, ou en semi-duplex, on n'a plus qu'une seule ligne de data, donc une serial data, qui est la même des deux côtés, et une ligne serial clock, SCL, qui relie le maître
à l'esclave ou aux esclaves, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Dans ce cas-là, on comprend bien que comme il n'y a qu'un seul fil, il va falloir, dans le protocole, se mettre d'accord pour savoir qui parle et qui reçoit. Parce que bien évidemment, les protocoles sont des échanges, et même quand on va lire une sonde, on pourrait croire que dans ce cas-là, on n'a besoin que de lire ce qui vient de la sonde, mais la sonde n'émet pas en permanence des données. La sonde, dans un mode série, va répondre à des demandes qui viennent du maître. Donc le maître doit écrire sur le bus de données, notamment l'adresse de l'esclave qu'il souhaite voir parler, puis l'adresse éventuellement qui indique quels paramètres de la sonde il veut lire, et seulement après, une fois qu'il aura eu un acknowledge de l'esclave en question, il va se taire et laisser l'esclave utiliser la ligne en retour. Donc cette notion de full duplex et alpha duplex est quand même malgré tout assez importante. C'est la fin de cette capsule d'introduction. Bon, on retient qu'il y a un mode qui est le mode série pour communiquer, et on retiendra surtout aussi qu'il y a deux protocoles dont on va parler un peu plus, qui sont SPI, qui permet de parler à plusieurs esclaves grâce à une ligne de présélection, c'est-à-dire qu'on va avoir autant de câbles qui vont vers autant d'esclaves, et quand on allume la ligne qui correspond à un esclave, l'esclave sait que c'est à lui qu'on s'adresse. Et puis dans I2C, on peut parler à plusieurs esclaves, mais il n'y a pas de ligne de présélection, il y a l'envoi d'une adresse, un peu comme une enveloppe Internet, un peu comme dans un paquet où on met l'adresse IP du destinataire dans l'entête, et bien là on va mettre l'adresse de la puce, cette adresse elle se trouve en général dans la documentation de la puce, elle est unique pour chaque type de puce, et on va pouvoir dire ainsi à qui on veut parler sur la ligne, tout simplement. Alors, mettre en œuvre ce genre de protocole à la main est relativement difficile et complexe, c'est des choses qui sont délicates à programmer parce qu'elles font intervenir du hardware, et c'est plus la même chose que quand on fait du soft que pour du soft. Et ce qu'il faut noter, c'est que bien sûr, les microcontrôleurs modernes, comme le Raspberry ou l'Arduino ou les machines de ce genre-là, possèdent déjà toute l'électronique qu'il faut pour permettre le dialogue et supporter ces fameux protocoles. D'ailleurs, on retrouve aussi une partie de la prise en charge du protocole, même sur les plaquettes des sondes elles-mêmes, qui ne sont pas juste qu'un composant sonde. On pourrait très bien partir juste du composant sonde lui-même et fabriquer l'électronique qui va autour, mais vous comprenez que l'électronique amateur, le prototypage aussi, même pour l'industrie, ayant un rôle aujourd'hui très important, les constructeurs se sont essayés à fabriquer des plaques complètes qui contiennent à la fois la sonde et ce qu'il faut pour communiquer en SPI ou en I2C avec le microcontrôleur. Donc tout ça, il n'y a pas besoin de s'en occuper. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans la démo, mais on va passer maintenant à une explication un tout petit peu plus détaillée de ce que sont ces protocoles. On en verra surtout un en détail pour pas que ça soit trop lourd. Vous comprendrez que vous appliquerez ça aux autres, bien évidemment. On se retrouve tout de suite, maintenant. Alors, en effet, nous venons de voir ce que sont les protocoles série dans les grandes largeurs, car bien évidemment, il s'agit d'un sujet quand même, vous l'imaginez, un peu plus pointu que cela. Mais le but n'est pas de faire un cours d'électronique, ni d'entrer dans des détails qui ne vont pas vous intéresser, mais de vous présenter quels sont les types de protocoles qu'on peut utiliser. Toutefois, pour que vous puissiez vous en servir, nous allons aborder en détail un ou deux protocoles et présenter rapidement et succinctement les autres qui existent et qui sont utilisés, comme le OneWire, comme UART, RS232C, etc. Et nous nous fixerons bien évidemment plutôt sur I2C et sur SPI, qui sont les deux protocoles les plus utilisés pour relier des puces entre elles sur un breadboard et sur un véritable circuit le jour où vous passerez au fer à souder. C'est maintenant, on y va tout de suite. Nous voici arrivés à la partie protocole proprement dite. On a vu dans l'introduction à peu près à quoi il correspondait, les séries, les parallèles, parmi les séries, le half, le full duplex, le mode synchrone, le mode asynchrone. Comprenons à ça avec un tout petit peu plus de finesse maintenant, et regardons le père de tous ces protocoles qui est UART. Donc une de ces applications les plus connues du grand public, en tout cas, ou même des informaticiens, c'est surtout RS232, d'ailleurs même RS232C, qui a été celle la plus utilisée, et qui fonctionne à peu près de la même façon. Une fois configuré, en général ça se configure par soft bien sûr, UART peut envoyer caractère par caractère. C'est un vieux protocole dans lequel on se servait surtout de l'envoi de caractères ASCII, ça a surtout été sa première destination, et d'ailleurs avec un vrai tableau ASCII, donc en fait sur 7 bits, donc de 0 à 127. Il y a eu des extensions après, et on peut le régler pour envoyer du 8 bits, c'est tout à fait possible. Il gère la réception par une interruption logicielle, et il fut utilisé sur les vieux coupleurs de téléphone, de modem, pour ceux qui se rappellent de la tête que ça avait. On prenait un combiné téléphonique, donc on parle là d'une époque assez lointaine, vous savez, les gros trucs qu'on tenait à l'oreille comme ça, et on avait en face une espèce de boîtier avec deux trous, on enclenchait son téléphone dedans, et ça faisait donc un couplage pour dialoguer avec un modem en passant par le téléphone, tout simplement en utilisant les sons qui sortaient du haut-parleur, et en envoyant les sons dans le micro, au lieu de l'avoir à la main, et que ce soit l'oreille et la bouche qui communiquent.
Les modems de ce genre-là ont eu des vitesses relativement lentes, 1200 bits par seconde, puis du 2004, puis du 4008, on a vu du 9006, et même jusqu'au 56000 du Sporter, qui était un modèle relativement connu, qui était un des derniers modems que j'ai eu d'ailleurs, qui faisait aussi fax, des petites choses de ce genre-là. Puis ça s'arrêtait là parce que les lignes téléphoniques ne pouvaient pas faire passer beaucoup plus haut à cause de leur vitesse de multiplexage, mais c'est un autre débat. Donc ça, c'est les valeurs les plus connues, celles qui ont été les plus utilisées et qu'on peut encore utiliser. Et la forme aujourd'hui, qui est celle qu'on retrouve le plus souvent, c'est celle de l'envoi de 8 bits avec un stop bit. C'est le protocole le plus utilisé, puisqu'on n'utilise plus les bits de parité et des choses de ce genre-là. Alors les autres possibilités existent toujours, on peut les rencontrer, donc il faut savoir qu'elles existent, mais c'est tout. Le problème du ART, c'est qu'il a été prévu pour des distances relativement faibles. Relativement faibles, je parle de moins d'1 mètre ou deux. 2, c'est vraiment le grand maximum avec des super câbles. En raison des faibles tensions qui sont en jeu. Et donc, à partir de ce protocole UART, on s'est dit, ouais, mais si on veut s'en servir pour relier par exemple un ordinateur à une imprimante, ces fameux ports comme 1, comme 2 qu'on retrouvait sur les PC qui ont tendance à disparaître aujourd'hui, mais qui existent toujours, et qui sont donc des ports série, et on s'est dit, mais comment on va faire? Il faut des câbles un peu plus longs, ça peut être plus long que ça, et donc on a inventé le protocole RS-232, qui, de façon assez simple, est un UART inversé, et qui fonctionne surtout avec une plage de tension beaucoup plus élevée. Pourquoi? Vous comprendrez ça si vous avez compris pourquoi les lignes qui amènent l'électricité de la centrale nucléaire la plus proche de chez vous jusqu'à votre quartier passent par des pylônes de très très haute tension qui réclament un transformateur local. Tout simplement parce que les pertes, si on envoyait en 220 volts directement dans ces tuyaux-là, vu les distances qui sont parcourues, il arriverait quasiment plus grand-chose chez le particulier en fin de ligne. Donc on est obligé d'élever la tension avant de la faire passer dans les câbles. Plus la tension est élevée, moins il y a de pertes au final. Les raisons sont exactement les mêmes pour la création d'RS-232 par rapport à UART. Et UART est toujours utilisé, et il faut savoir comment il fonctionne. Le strict nécessaire dans UART, pour que vous fassiez une idée, c'est on a deux systèmes qui communiquent, parce que de toute façon c'est comme l'amour, il faut au moins être deux, sinon ça s'appelle autrement. Je veux dire, et l'un envoie une ligne de transmission de données, TXD, et il a une ligne de réception de données, la RXD. On retrouve la même chose en face, les deux, encore une fois, sont branchés en croisée, les deux sont reliés à la même Terre, parce qu'il faut savoir que la Terre joue un rôle important, elle joue le rôle d'une autre ligne, d'une troisième ligne, et puis il y aura généralement une horloge qui va se balader quelque part dans tout ça. Les vitesses standardisées du UART, vous les avez dans le tableau qui est ici, mais pour vous faire voir qu'on monte aujourd'hui en UART, on monte même jusqu'à 460 800 bits par seconde, ce qui est quand même relativement plus rapide que les modems, même 56 qu'on en avait. Donc, les vitesses lentes s'emploient toujours, bien évidemment, mais sur un circuit imprimé ou un breadboard, les puces entre elles peuvent très bien dialoguer à des vitesses de ce type-là, ou même un peu plus vite. Alors ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que vous verrez que vous avez la durée de temps d'un bit. Et quand on est à 460 800 bits par seconde, eh bien l'écart d'une fraction de temps n'est plus que de 2,17 microsecondes, ce qui n'est pas grand-chose. Alors l'encodage UART, on va regarder que celui-là, parce que les autres fonctionnent selon des principes généraux similaires, et que discuter de diagrammes de ce genre-là dans ce type de vidéo n'aurait pas beaucoup d'intérêt, j'ai pas envie de vous saouler, mais il faut quand même que vous en ayez vu un. Donc vous avez au centre un dessin que j'ai refait d'une transmission UART, on trouve un autre exemple un peu plus haut qui utilise un autre format. Qu'est-ce qui se passe? On a une ligne à 0 volts, qui est la ligne de base, on va dire, alors pas la ligne en termes de connexion, mais le niveau de la ligne en fait de dialogue va être à 0 volts, et on a un plus VCC, donc un voltage continu positif, qui va permettre de marquer si on est sur un niveau 0 ou sur un niveau 1. L'interprétation d'un creux comme étant un 0 ou un 1 est purement conventionnelle, puisque par exemple entre UART et RS-232, c'est complètement inversé. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Rappelez-vous simplement qu'on va se balader entre 0 volts et plus VCC. Et que bien évidemment, je n'ai pas représenté sur cette ligne-là, mais entre les deux, vous avez une bande d'incertitude dans laquelle les données ne peuvent pas se trouver. C'est-à-dire que sur un montage où on aurait entre 0 et 3 volts, par exemple comme on peut avoir sur une ligne avec un Arduino, ou même avec un Raspberry, eh bien il existe une bande de tension vers les 1 volt où les choses ne sont pas très claires. On ne sait pas si c'est un 0 ou si c'est un 1. C'est pour ça qu'en UART, on utilise une bande d'incertitude qui va de plus 3 volts à moins 3 volts. Donc ça veut dire qu'il faut déjà envoyer des tensions supérieures à 3 volts
on va dire pour détecter un 1, et des tensions inférieures à 3 volts pour détecter un 0. Ce qui veut dire qu'on a un gap de 6 volts entre les deux, dans lequel il ne faut jamais être, ce qui donne une sécurité qui permet que la transmission soit correcte, même sur une distance assez longue. Donc ici, ce qu'on remarque, c'est que dans ce protocole-là, on va commencer par un start bit, donc qui indique un début de transmission, puis on va voir l'envoi des 6, 7 ou 8 bits qu'on va avoir, ici on en a 7 qui sont envoyés, et puis on va avoir un bit de parité qui est optionnel, et puis un bit de stop qui indique la fin de la transmission de cet octet, enfin de ce tas de données qui peut être de quelques bits à 8 bits. Les petits traits verts sont la trame temporelle, c'est-à-dire les coups d'horloge qui sont tapés. On retrouve ça sur le schéma qui est en haut à gauche, où on voit bien que la ligne de transmission passe et repasse par les niveaux 0 ou 1, et on voit qu'elle utilise un start bit, et qu'elle utilise une ligne data 0 jusqu'à une ligne data 7, donc là elle va envoyer 8 bits, avec un bit de parité et un stop bit. Alors, bien évidemment, il n'est pas nécessaire de descendre aussi bas que ça pour avoir compris comment ça fonctionne, mais on va le voir, notamment quand on utilisera l'analyseur de signaux, que s'il y a quelque chose qui se passe mal et qu'on ne sait pas du tout comment ça fonctionne, on aura énormément de mal, voire on ne pourra pas débugger son montage, puisque là, le montage est fait à la fois de soft, mais aussi de hardware, et que ça implique un certain nombre de concessions, notamment à connaître un minimum d'électronique, et au minimum ce genre de protocole. Alors, on va passer aux autres protocoles, sans détailler bien sûr ça à chaque fois, et en y restant moins longtemps. Le fameux RS232, donc vous l'avez compris, le schéma vous le fait voir là-haut, faites un stop si vous avez envie de prendre le temps de les lire, bien sûr. C'est pareil QRT, sauf que les signaux sont inversés et que les tensions sont beaucoup plus élevées, j'ai déjà expliqué le principe, donc on ne va pas s'y attarder des heures. Il existe bien sûr des systèmes de conversion de UART vers USB ou vers série, etc. On trouve des composants pour faire ça, on a quelques-uns qui sont nommés ici, mais on trouve aussi sur le marché directement des câbles qui transforment de l'UART en série, du RS232 en USB par exemple, ou des choses de ce genre-là, et pour ce qu'on a à en faire, souvent ça sera bien suffisant. Donc là aussi, vous stopperez si vous avez envie de quelque chose de plus précis. Passons à la suite. OneWire. Alors vous allez me dire, OneWire c'est un truc un peu particulier parce que ce n'est utilisé que par Dallas Semiconductor. Vous voyez, Dallas, ton univers impitoyable, il y a Texas Instruments, mais il y a aussi Dallas Semiconductor qui est aussi connu dans ce secteur-là et qui fabrique pas mal de choses. Alors vous allez me dire, bah, si c'est utilisé que par Dallas Semiconductor, peut-être c'est pas la peine de s'y appesantir. Mais en fait, il se trouve que Dallas Semiconductor fabrique beaucoup de sondes. Pas mal sont utilisés dans le milieu amateur pour fabriquer de la domotique, des stations météo, des choses de ce genre-là, et c'est en plus un mode assez sympa, le OneWire. Pour faire simple, OneWire, comme son nom l'indique, il y a un seul câble. Le reste doit être relié à la terre. Donc ça s'entend dans une maison où on peut relier tout à la même terre, ou dans une maison de plein pied, par exemple, où on a un jardin, où on sait que la maison est à la terre dans le jardin, et on pourra mettre à la terre du jardin, plus loin, quelque part, la sonde qui sera connectée. Son avantage, c'est bien sûr donc d'avoir OneWire, un seul câble. Un seul câble. Et alors, le deuxième avantage qu'il y a avec ce procédé, donc c'est un procédé forcément qui est half duplex, hein, puisqu'on ne peut pas discuter à deux en même temps sur un seul fil, mais c'est pas très grave. Il peut atteindre de très grandes distances, il peut atteindre de grandes vitesses, et il est capable même, et ça devient très fort, dans le cas de petites sondes qu'on répartit un peu partout par exemple, d'envoyer suffisamment d'énergie à l'esclave, à la sonde, pour qu'elle se nourrisse de ce courant qui lui a demandé de prendre la parole, pour avoir assez d'énergie pour renvoyer la réponse, sans qu'il y ait besoin d'avoir une alimentation dédiée pour la sonde. Et là, ça devient autrement plus sympathique, parce que vous pouvez mettre des sondes de température, des sondes d'hygrométrie, etc., qui sont très distantes de votre maison, mais vous n'avez qu'un seul câble à faire passer, et il n'y a même pas besoin d'alimentation, ni même de piles à mettre du côté de la sonde, ça va marcher parce que le OneWire envoie tout de cette façon-là. Donc ça supporte plus d'un esclave, comme la plupart de tous ces modes-là, et ce qui est déjà pas mal, parce que bon, sur un seul fil, ça fait quand même pas mal de discussions à faire, donc on s'imagine que le protocole est assez touchy quand même, hein, au niveau du timing, il y a des choses à respecter, mais là encore une fois, il n'y a pas besoin de le faire soi-même à la main, on trouve bien sûr des librairies toutes faites, que ce soit sur Arduino ou Raspberry, et même pour Windows 10 IoT Core, on a des librairies OneWire qui permettent de prendre en charge ce genre de choses. Je vous ai mis dans le slide la démonstration de cet état de fait, avec un lien qui vous amènera directement sur une mise en œuvre de GPIO OneWire. Les GPIO étant les pattes de contrôle du Raspberry. Passons au SPI. C'est l'un de ceux que vous retrouverez le plus souvent. Serial Peripheral Interface. Donc interface de périphérique série, c'est vraiment ultra généraliste. On voit sur le schéma comment ça fonctionne, je vous l'avais déjà fait voir. On a une serial clock qui est au milieu à peu près SCLK qui envoie le signal d'horloge. Et puis on a le MOSI et le MISO,
hein, pour master output slave in et master input slave output. Bien évidemment, encore une fois, on est en chassé-croisé pour les deux. Puis on a une ligne qui s'appelle SS, qui n'a rien à voir avec autre chose, et qui nous rappelle tout simplement que c'est la ligne de slave select, cette fameuse ligne que j'ai évoquée tout à l'heure, et qui permet donc au maître de dire à quel esclave il s'adresse quand il y en a plusieurs. Et donc il peut y avoir plusieurs lignes de slave select en fonction du nombre d'esclaves qu'il va y avoir. C'est pour ça qu'on verra que I2C est plus pratique et mieux foutu à ce niveau-là, parce qu'il demande moins de fils. Ça peut travailler à des vitesses assez grandes, par exemple jusqu'à 16,7 MHz, et même plus pour certains composants, donc c'est tout à fait confortable. 16 MHz, c'est quand même 16 millions de cycles par seconde, donc il y a quand même de quoi faire. Ça impose bien sûr d'avoir des bonnes connexions, parce que c'est assez fragile, notamment aux perturbations électromagnétiques. Alors, s'il y a une détérioration du signal, on peut améliorer en augmentant l'impédance un peu des deux côtés, avec des résistances. Mais certains pensent qu'on peut directement le faire de base, comme ça ils ne se posent pas la question. D'autres préfèrent l'ignorer, et puis dans certains types de circuits, on va se retrouver déjà avec ces résistances qui sont mises. Donc là, il faut lire les docs, il faut lire les datasheets qui vont avec les sondes qu'on va utiliser. Alors on voit un exemple de schéma de terminaison série tout à fait classique, donc avec un maître et un esclave, et puis vous avez le schéma I2C équivalent avec plusieurs esclaves. On voit que là, il y a la différence où on voit tous les esclaves branchés sur les mêmes lignes, alors que là, on aura un signal de sélection. Donc, l'intérêt de SPI, c'est qu'il va très vite, mais il utilise plus de câbles que le I2C. Ah bon, bah, il va plus vite, mais ça se paye, donc ça dépend des montages qu'on voudra faire. C'est le maître qui donne l'horloge, et il le donne à autant d'esclaves que nécessaire. La vitesse d'horloge n'est donc pas critique, puisque si le maître connaît des petites variations, vu que les esclaves se nourrissent de ces impulsions-là, bah, eux aussi auront les mêmes variations, donc le maître ne verra rien venir dans la réponse qui soit bizarroïde, puisque c'est lui-même qui a envoyé le signal. Alors, ça ne peut s'utiliser aussi, comme tous les autres protocoles, que sur de courtes distances, hein. C'est vraiment très court, hein. Et ça, on parle là de pas grand-chose, hein. Juste la distance sur votre carte, sur un circuit imprimé, bien sûr un PCB, ou bien sûr sur un breadboard, mais il ne faut pas aller plus loin. Et sinon, si on veut prolonger les longueurs, à ce moment-là, on peut utiliser des buffers, ça existe, il y a des composants particuliers pour ça, qui vont redonner de la pêche sur la ligne. Vous avez des exemples de lecture et d'écriture sur un bus SPI, il faut apprendre à lire ce genre de diagramme, parce que je vous le disais, c'est grâce à ça que vous saurez débugger, bien sûr, un signal, et savoir si votre soft fonctionne ou pas. Tout simplement en allant vérifier si on retrouve les bonnes données à la sortie. C'est pour ça que nous verrons, à un moment donné, l'utilisation de sondes d'analyse logique, parce que sans ces trucs-là, on ne peut rien faire, même si on a un oscilloscope, ça ne sert à rien. Maintenant, I2C, donc Inter-Integrated Circuit. C'est un bus série synchrone pour relier des circuits intégrés. Vous avez les deux schémas, avec une communication I2C entre un maître et un esclave, et la même entre un maître et plusieurs esclaves. Et dans ce schéma, bien entendu, on retrouve aussi une ligne d'horloge distribuée à tout le monde, mais elle n'a pas été représentée ici. C'est une horloge donc distribuée qui vient du maître, donc, ou du microcontrôleur qui est utilisé. Et la différence avec SPI, c'est qu'il n'y a qu'une seule ligne de data qui est bidirectionnelle. Voilà. Donc la masse doit être commune, ce qui fait une sorte de câble en plus, mais on doit avoir une masse commune à tous ces éléments-là, et plusieurs esclaves, mais pas de ligne de sélection, mais plutôt l'envoi d'une adresse, comme on le retrouve dans les protocoles de type Internet ou autre. Ça nécessite des résistances de pull-up sur le SDA et le SCL, car les transistors de sortie sont en configuration de drain ouvert, etc. Je ne vais pas vous trop vous baratiner avec ces détails électroniques qui, pour l'instant, ne vous empêcheront pas de faire des montages qui fonctionnent, parce que les plaquettes des sondes, comme je le disais, aussi bien que les microcontrôleurs, comme un Arduino ou un Raspberry, contiennent déjà en général la logique qu'il faut et le hardware qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc c'est conçu pour des petites distances, hein, 1 à 2 mètres, vraiment très grand maxi avec des super câbles blindés. Comme pour SPI, on peut améliorer la communication avec des résistances, on n'en parlera pas plus. Vitesse contrôlée par le maître, donc variations qui ne sont pas très importantes, ligne donc peu sensible à la variation, et puis des vitesses standards, par exemple, celles qui sont les plus utilisées, et on retrouve des vitesses standards assez classiques qui sont de 100 kilobits seconde, donc du 100K seconde en bits. Vous divisez grosso modo par 10 avec les stop bits, etc. Et vous obtenez à peu près la vitesse en octets qu'on obtient. Donc du 100K, ça fait du 10K octets, et du 400K, bah, c'est du 40K octets. Donc c'est pas non plus très impressionnant. Mais on utilise aussi bien sûr des vitesses plus rapides, comme le 5 MB,
5 mégabits, pardon, je veux dire que vous divisez là encore par 10, donc 0,5 mégabytes par seconde. C'est un protocole qui est assez compliqué, assez sophistiqué, on s'en doute, parce qu'il y a peu de câbles, donc le protocole est assez lourd, mais là encore, les implémentations existent, donc on ne va pas rentrer dans ce genre de détails. Bon, quelques petits schémas pour poser 2 ou 3 trucs. Vous avez par exemple au centre l'écriture à un registre explicite, donc on va dire qu'on s'adresse à un chip bien particulier sur le montage. Ce chip, on va lui dire qu'on veut atteindre telle adresse, on lui donne l'adresse en question, etc., et on fait la lecture. C'est tout. Et puis, le schéma d'un I2C en terminaison série, et puis, ici, un autre schéma qui utilise 2 autres types de composants, avec le même fameux montage de résistance, qui permettent d'améliorer l'impédance des circuits, et donc d'améliorer la longueur des lignes, s'il y a vraiment besoin qu'elles soient un peu plus longues. Pour le debug, c'est merveilleux, c'est facile. Oui, le soft débug du soft, mais le hardware débug du hardware. Donc pour débugger, l'oscilloscope, ça ne sert pas à grand-chose, vous allez voir des tonnes de signaux passer, mais vous ne pourrez jamais rien en faire de plus. Ça vous dira quelque chose qui passe, c'est déjà pas mal, mais enfin, mesurer les tensions maxi, mini, mais c'est tout ce qu'un oscilloscope vous dira. Donc on va utiliser un autre type de machine pour voir les signaux et les comprendre, et notamment interpréter le protocole. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle des analyseurs logiques. Il en existe des pas très chers qui se connectent en USB à un PC, et ça marche très bien. Vous avez un projet open source qui est super et qui nous sauve un peu de l'achat de machines qui coûtent quand même des fois plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros pour ce qui est des machines de laboratoire. Ça se situe aux alentours d'une trentaine d'euros, un genre de machines chinoises qui sont des copies de copies, etc. Et grâce au projet SIGROC, dont je vous donne l'adresse ici, on a toute l'analyse des protocoles et on a le driver qui permet de reconnaître la plupart des machines, dont les petites machines chinoises pas très chères. Et puis d'un autre côté, on retrouve un logiciel qui s'appelle PulseView, qui lui permet d'aller faire de l'acquisition de données sur ces petites machines, de voir par exemple comme ici les 2 traces du bas qui sont celles des 2 signaux d'une communication I2C qui ont été capturés, et puis l'interprétation qu'on a en I2C de ce protocole, et on voit les données qui sont passées dessus. On y reviendra tout à l'heure, parce que c'est quelque chose d'important pour que vous sachiez comment ça marche et à quoi ça ressemble. Place à la démonstration. Il est temps de mettre tout ça en pratique, et on va voir ça avec le circuit qu'on a réalisé, qui utilise une sonde BME 280, qui va fonctionner en I2C. Alors, elle accepte de fonctionner en SPI aussi, on a utilisé l'I2C, pour dialoguer avec le Raspberry, le tout piloté par un programme en C# sous Windows 10 IoT Core, qui va se trouver donc sur le Raspberry, et qui va nous permettre de faire une mini station météo, vite fait, bien fait, et on va voir ça maintenant. Alors tout ça est bien beau, mais bien évidemment, rien ne vaut une bonne démo, et c'est ce que nous allons faire maintenant, avec une démonstration sur le montage électronique lui-même, avec le Raspberry, et bien évidemment, ensuite nous étudierons le programme qui a permis de mettre tout ça en œuvre. Et puis derrière, nous parlerons de l'analyse logique des signaux, car la partie de debug en informatique, si elle se fait facilement avec du soft, puisque du soft sert à débugger du soft, en électronique, bien évidemment, le hardware sert à débugger le hardware. Donc il nous faut des petits instruments de type analyseur de signaux logiques que nous verrons à l'œuvre dans la suite de cet exposé. L'application se lance. Et comme on le voit, nous avons la température d'un côté, la pression de l'autre, l'humidité, la déduction de l'altitude à laquelle on se trouve, et pour information, on a l'heure à laquelle la lecture a été faite, la dernière qui est affichée bien évidemment. On voit la présence du bouton stop, et un peu plus loin, vous devinez le breadboard, qui est ici, sur lequel est fixé un cobbler. Ce cobbler est relié au Raspberry qui se trouve ici, et nous avons relié bien évidemment la puce BME 280 au cobbler, donc au Raspberry. Alors vous pouvez vous demander à quoi servent les petits fils supplémentaires qui sont ici. Eh bien ces petits fils sont tout simplement ceux qui nous relient à cette machine que je vais vous faire voir sous la caméra. Il s'agit d'un LHT00SU1, c'est-à-dire en fait un petit oscilloscope, mais surtout un analyseur logique de signaux à 8 canaux d'entrée et 2 canaux pour ce qui est de l'oscilloscope, mais on peut en utiliser qu'un seul à la fois, et c'est pas sa fonction principale de toute façon. Donc ici nous avons branché 3 câbles, puisque nous avons besoin de récupérer le ground pour être au même niveau que l'installation, et puis les 2 signaux qui servent à la discussion entre le breadboard, c'est-à-dire en fait plutôt le cobbler et donc le Raspberry Pi, avec la puce BME 280. Mais ça, c'est un autre aspect dont on discutera, ou dont j'ai discuté déjà dans la vidéo. Donc, laissons ça de côté. Mais au moins, vous avez vu à quoi ça ressemble. Ici,
notre programme continue de fonctionner, et il le fera ad libitum jusqu'à temps qu'on lui demande de s'arrêter. Justement, pour l'arrêter, nous avons le bouton stop, et nous revenons à l'écran d'accueil, et ici nous revenons en fait à l'exécution du programme qui était avant, qui était juste la ligne de commande dans laquelle j'avais vérifié la date et l'heure du système, qui s'était pas tout à fait mise à jour sur ma première prise de vidéo. C'est ce qui apparaît bien évidemment quand on demande les applications. Ici, mini météo OD, je peux la relancer sans être en mode debug. Oui. Et on voit que l'application se charge. Alors c'est une application qui est en mode debug, donc un peu plus lourde à charger, un peu plus longue. Et on voit, bon, c'est vraiment un affichage minimum fait en XAML, mais de telle façon à ce que ça soit propre. Et on voit ici effectivement l'heure qui est l'heure à laquelle j'enregistre d'ailleurs. Donc voici pour ce petit exemple sur la machine, avec le véritable circuit, le véritable senseur, la véritable sonde, et puis l'ensemble qui est branché et l'analyseur logique qu'on a vu ou qu'on verra fonctionner dans cette vidéo. Alors après cette démo, voici le schéma vite fait bien fait de ce que nous avons réalisé. Vous pourrez faire là aussi un stop sur la vidéo, je ne vais pas vous la laisser pendant 2 heures à l'écran. Je vous ai mis pour rappel sur le côté la liste de tous les GPIO qu'il y a sur un Raspberry. Et vous voyez qu'on utilise ici le ground 6 et l'alimentation 5 volts en 2. Et vous voyez qu'on utilise la pin GPIO 2 et GPIO 3 qui sont marqués d'ailleurs SDA1 et SCL1, donc la clock, et le signal de données du bus SPI ou du bus I2C. Ici on est en I2C et la puce aurait supporté qu'on le fasse aussi en SPI. Mais pour l'instant c'est un exemple en I2C, donc voici le schéma. Alors, pour information, ce genre de schéma électronique très pratique et très visuel, vous pouvez les faire avec un logiciel qui est gratuit aussi, qui s'appelle Fritzing, et que vous trouverez ici, https://fritzing.org. C'est assez génial parce qu'on peut aller jusqu'au circuit imprimé si on le souhaite, et on peut même commander à des fabricants qui savent faire ça maintenant aujourd'hui à la demande, fabriquer un circuit. Donc vous êtes content de votre truc, vous avez réalisé votre circuit, vous demandez la fabrication, et après vous n'avez plus qu'à souder sur votre circuit, vous avez quelque chose de permanent, d'utilisable, de façon beaucoup plus régulière qu'un montage bien sûr sur un breadboard qui ne sert qu'au prototypage. Alors ici on utilise I2C, pas SPI, ça je l'ai dit. On voit qu'aucun autre composant rentre dans la composition de notre montage électronique, il y a juste la sonde et le Raspberry. Pourquoi? Parce que tout le reste est géré, ce sont des machines suffisamment intelligentes et des sondes suffisamment intelligentes pour contenir tous les composants qu'il faut pour le faire, donc on a vu qu'on s'enquinait pas beaucoup avec ce fameux protocole. L'alimentation du breadboard est alimentée par le 5 volts et par le ground du Raspberry, on l'a vu, et c'est ce rail d'alimentation qui sert à alimenter la sonde bien sûr. On remarque que certaines GPIO, comme j'avais déjà expliqué, peuvent être utilisés pour des fonctions spéciales, et c'est le cas donc de la 2 et de la 3, qu'on va utiliser ici, non pas dans un mode GPIO 0 ou 1, qu'on commande nous-mêmes comme on l'a fait pour le Blinky par exemple, avec la petite LED qui clignotait, mais là on va les utiliser plutôt pour ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire un mode spécial qui est le mode I2C de communication, que le Raspberry nous offre sur ces deux GPIO-là, qui peuvent bien sûr plus être utilisés en tant que simple GPIO après, mais on en a quand même beaucoup sur un Raspberry, donc on a le choix des armes, donc c'est pas très gênant. Alors regardons comment ça marche. C'est finalement pas si compliqué que ça. Mais avant d'aller voir le code, j'aimerais vous faire voir quelque chose qui est la datasheet du BME 280 pour que vous ayez une idée de comment ça se présente. Vous avez, alors elle n'est pas exactement comme ça, celle qu'on a, parce que ça doit être certainement une version un petit peu chinoisisée. Celle-là, c'est la doc de l'original, donc du composant Bosch, hein, qui mérite votre confiance, matériel sérieux. Enfin, on l'espère d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les spécifications. Donc d'abord on dit ce que c'est, donc c'est une sonde qui sert à mesurer la température, la pression et l'humidité. Cette sonde a des caractéristiques de taille, de poids, de consommation de courant, tout ça c'est très important quand on fait un montage. Un certain nombre de paramètres essentiels, les tolérances par exemple pour la mesure de la pression et tout ça. On a les applications typiques, voilà. On a les devices qui sont visés par ce genre de choses, les tablettes PC, les GPS, les gaming, les stations météo particulières, etc. Les objets qui volent, par exemple, genre drone, etc. Donc, la description générale du produit. On découvre qu'il y a des sleep modes, des normal modes, des modes forcés, et puis on a un sommaire ici qui va nous amener à toute la documentation de ce composant. Alors vous voyez que sur un truc comme ça, il y a de quoi manger quand même, hein. On a des spécifications, on va passer un peu plus loin. Ici, on commence à avoir des diagrammes qui nous disent comment la température est captée, avec quel type de moyens. On voit tous les timings, justement, entre les fronts montants et les fronts descendants, car bien sûr, ce ne sont pas des carrés parfaits. Alors vous voyez, on a énormément d'informations. On a même les calculs de correction à appliquer si on veut absolument avoir des valeurs justes. On a même des exemples de programmes, etc. Et
Voilà comment ça se présente. Donc on va pouvoir passer au programme maintenant. Le moment du code est venu tout de suite. Le code, vous l'avez sous les yeux. En ce moment, il s'agit pour l'instant de la page XAML qui crée l'affichage que vous avez vu sur la device lors de la démonstration. Mais ce n'est pas des text blocks et des grilles qui vont nous intéresser aujourd'hui, et en tout cas, à cet instant précis, on notera juste l'écran avec son bouton stop qui suppose une commande derrière pour la prendre en charge. D'ailleurs, quel type de solution est-ce? Eh bien, comme dans les exemples précédents, il s'agit d'une solution UWP blanche, tout ce qu'il y a de plus normal, qui possède juste une référence à Microsoft.NET Core pour la plateforme Universal Windows. Alors comment on le fait? Ces références, ajouter une référence. Dans les extensions Universal Windows, on vient chercher ici le Windows IoT Extension for UWP et on fait attention de prendre la bonne version par rapport à l'OS qui est installé sur le Raspberry. Mais ça, on l'a déjà vu dans les deux précédentes vidéos, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus. Donc, la page main page XAML ne nous intéresse pas tellement. Regardons un petit peu comment fonctionne donc le code. Alors ici, bien sûr, il n'y a pas de MVVM parce qu'on ne va pas chercher les complications pour une simple démo de ce genre-là, et on va utiliser directement le code behind de la page principale. Vous l'avez sous les yeux en ce moment, c'est la main page, et puis elle déclare un certain nombre de variables internes, on en discutera au fur et à mesure, mais qu'est-ce qui va se passer surtout dans cette page? On va fermer un peu tout ça pour qu'on ait la logique globale sous les yeux, et qu'on voit qu'il n'y a pas grand-chose en fait dans cette application. On a une méthode qui sert à gérer donc le clic sur le bouton exit. Là, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a tout simplement, on demande l'exit. Et l'exit, c'est un booléen privé. Pourquoi? Parce qu'on a une boucle infinie et qu'il faut que nous allions demander la fin de façon propre, de cette façon-là. Nous avons une méthode pour sortir qui fait un core application.exit. Il y a quelque chose de tout à fait banal pour l'UWP, même si en UWP, il est rare de sortir d'une application de cette façon-là, puisque on fait des applications pour Windows et que c'est l'OS qui gère le chargement et le déchargement comme sur un mobile. Mais peu importe, on peut sortir de cette façon-là. Et puis, nous avons une task read data async, donc là on va faire un peu d'asynchrone, qui renvoie donc les données, on suppose, qui les charge. Un timer tick, on suppose qu'on a donc un timer, et effectivement, il est quelque part par là, notre timer. On a un dispatcher timer, qui est donc un timer qui va nous permettre de dispatcher, tout simplement pour mettre à jour l'affichage, et ça c'est important, et qu'il ne soit pas non plus fait de façon aléatoire, ou que les interrogations qui soient faites au Raspberry ne soient pas trop fréquentes non plus, ça sert absolument à rien. Donc on va avoir un timer. Et puis qu'est-ce qui va lancer, qu'est-ce qui va se déclencher? Tout simplement, on a dérivé, on a une méthode override, qui est une méthode protected, qui est onNavigated_to. Donc dès que la page va se faire afficher, l'événement onNavigated_to va être appelé, en tout cas cette méthode, et comme nous la détournons pour nous, on va voir ce qui s'y passe. D'abord, tout est protégé dans un try-catch, qui, en cas d'exception, va écrire sur la console de debug le message d'erreur. Très pratique quand on met au point un prototype. On commence par créer l'objet sonde. Donc sensor, la sonde, est égal à un new BME 280 sensor, puisque c'est cette puce-là qu'on utilise. Alors, première question qui va se poser forcément ici, c'est mais d'où sort cet objet BME 280? Est-ce que c'est quelque chose qui est fourni avec Windows 10 IoT Core? On va le chercher où? Comment? Etc. Il existe plusieurs façons d'obtenir un certain nombre de sondes. Il existe des bibliothèques, et puis on peut regarder sur GitHub aussi, il existe pas mal de choses, et il existe notamment ce code qu'on voit apparaître dans le projet, qui est fait pour le BME 280. Et il s'agit ici d'un code open source qui prend tous les aspects et qui indique où se trouve la doc succincte. Ça, c'est un code qui avait été écrit pour le kit Adafruit, dont je n'ai pas dit que du bien quant à sa teneur, mais il y a 2-3 trucs à récupérer dedans quand même, notamment 2 ou 3 classes qui servent à piloter les puces qui sont fournies avec le kit, ce qui est quand même assez pratique. On peut récupérer des versions plus récentes sur GitHub, et ça, c'est aussi important. Mais on a déjà tout ce qui est fait, et on voit toutes les méthodes qui sont disponibles. Donc on ne va pas s'y intéresser plus que ça, en fait. Nous, comment marche la machine, comment marche le protocole, dans un premier temps, et ça va peut-être un peu à l'inverse de ce que je vous ai dit dans cette vidéo, où on est rentré quand même un peu, vraiment un peu, hein, très très peu, du bout des doigts, je veux dire, dans les détails de ce que c'était les communications série, les sondes, etc. Et là, en fait, on va dire qu'on va se moquer de tout ça, parce qu'on va utiliser déjà une librairie qui sait faire le dialogue avec la sonde. Et ça, c'est très important. Donc on a déjà
ce fichier-là, et c'est lui qui nous permet de faire un new de ce sensor. On notera d'ailleurs qu'il n'a pas été si bien écrit que ça, parce qu'il n'y a pas de dispose, il n'est pas disposable, et donc quand on va sortir, on n'aura aucun moyen de faire véritablement le propre de la communication de la sonde avec le reste. Ça n'empêche pas de le redémarrer, ça a l'air de très bien marcher. Bon, peut-être c'est suffisant, mais j'aurais préféré un objet qui soit avec e-disposable. Quoi qu'il en soit, derrière, on fait un await de sensor initialize. Donc là, on est dans une procédure qui est A5 elle aussi, puisque nous allons faire des await, et ici on va attendre que l'objet soit initialisé, donc que le BME 280 sensor exécute sa méthode initialize. Et puis on va faire un premier await, read data async, pourquoi? Pour amorcer la pompe, pour avoir tout de suite quelque chose à afficher, et que ça ne mette pas, puisqu'on va avoir un timer, comme vous le voyez à la ligne en dessous, qui est de 500 millisecondes, ça veut dire qu'il va se passer une demi-seconde avant le premier tic de cette horloge. Ce qui est toujours sympa, c'est de faire une lecture et un affichage avant de lancer le timer, de telle façon à ce que, dès que l'application s'ouvre, on a déjà un affichage valide, et après, toutes les demi-secondes, on a une mise à jour de cet affichage. Le read data async est une méthode qu'on voit ici. Que fait-elle? Elle regarde si la sonde est nulle ou pas. Si elle ne l'est pas, elle fait une série de await, de sensors, read température, read pressure, read altitude, read humidity, etc. Pour l'altitude, il faut lui donner la pression au niveau de la mer, etc. Enfin, on ne va pas discuter de tout ça. Au même titre qu'il y a de nombreuses procédures d'auto-calibration ou de calibration externe de la sonde pour qu'elle donne des résultats qui sont fiables. Ici, je ne m'en suis pas servi pour rester relativement simple. Donc la partie, en fait, véritablement importante, elle est là. On fait un read en await, du read température par exemple, et des autres valeurs. Si jamais la sonde est nulle, pareil, on écrira un message sur la console de debug, c'est extrêmement pratique. Et puis derrière, on fait des trucs un peu cracra, puisqu'on est directement en code behind, on va mettre à jour directement le texte des labels, avec de la mise en forme, etc. On en profitera quand même pour écrire les valeurs sur la console de debug, ça peut toujours servir quand on veut faire les choses. Mais finalement, il n'y a que ces 4 lignes utiles à l'intérieur de la méthode read data async. Donc revenons où nous en étions. On a fait ce read data async, donc on comprend qu'il va lire la sonde et qu'il va aller mettre à jour l'affichage. Parfait, ça nous laisse le temps maintenant de créer un timer, qui est un dispatcher timer avec un écart de 500 millisecondes, d'initialiser le tick, de démarrer le timer, et puis maintenant on va faire une boucle, parce que sinon le programme va s'arrêter, il va sortir de cette méthode et c'est fini. Donc là on va faire un while true, et qu'est-ce qu'on fait? On commence par faire un task delay 100. Pourquoi? Parce que d'abord ça ne consomme rien en termes de process, et puis surtout il faut laisser un peu d'oxygène à notre interface utilisateur, parce que là si on fait un while true qui boucle en permanence, l'exit par exemple, qui va donc appeler le bouton exit, le code qui est ici, eh bien il va rien se passer, parce qu'en fait le thread lui va être complètement saturé par cette boucle, ce qui n'est pas très malin, hein. Normalement ça c'est un truc qu'on programme avec les méthodes de background que je vous ai fait voir dans la vidéo précédente. Mais enfin ici, puisqu'il y a cette boucle, on va d'abord commencer par faire un délai, ce qui permettra aux événements, notamment du i, de pouvoir être traités. On regarde si on a demandé la sortie ou pas de l'application, donc c'est ce que fait le bouton exit, je vous le revois, exit asked égale true, ce qui veut dire qu'on met juste un flag en route, et on va le tester ici. Si ça a été demandé, on va automatiquement passer dans cette partie-là, timer stop, sensor égale nul, et exit application. Voilà, c'est très simple. Sinon, en fait, on continue et on va boucler comme ça sans cesse. Alors, qu'est-ce qu'il se passe pendant que cette boucle fonctionne? Eh bien, notre timer va tourner. Notre timer donc va déclencher son timer tick toutes les 500 millisecondes. De la même façon, on va avoir un task wait all ici pour lire read data async, parce que la méthode du dispatcher ne peut pas être async elle-même, donc on n'aurait pas pu faire avec une task directe. Donc là on fait un wait all, il n'y en a qu'une seule dans la liste, c'est read data async, on pourrait l'écrire d'autre façon, peu importe. Il s'agit ici de pouvoir, dans une méthode qui n'est pas async, de pouvoir attendre malgré tout, simuler un await, je veux dire, en lisant les données ici. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va déclencher la lecture ici, qui elle est une task, et qui va donc, en plus de son asynchronisme, lire avec attente, etc. On l'a vu il y a 2 secondes, cette méthode-là. Donc il ne se passe rien de bien compliqué là-dedans, et on voit que ce projet en fait est extrêmement simple, il n'y a rien dedans. Déjà avec ça, vous avez fait une station météo. Je vous conseille de le reprogrammer avec les méthodes de background de la vidéo précédente, et pas comme ça avec un affichage direct, un clavier, un écran ou une souris branchée après un Raspberry. C'est pas comme ça que ça fonctionne en général, mais c'est la méthode pour tout simplement créer une petite station météo qui va nous envoyer, comme on l'a vu, la pression, l'altitude, la température, le degré d'hygrométrie, etc., etc. Et on pourrait brancher d'autres sondes ou d'autres types d'affichage sur cette application, sur notre montage, et tout irait pour le mieux, ça serait extrêmement simple. Donc si on lance l'application à partir d'ici,
donc sur l'ordinateur distant qui se trouve être le Raspberry, qui est bien sûr connecté et qui est branché sur le réseau en ce moment. Il va y avoir un déploiement de notre application, on voit que c'est en train de se déployer, et puis c'est marqué ici à gauche, début de déploiement, et puis à un moment donné, l'application va s'exécuter. Alors elle va s'exécuter, vous avez déjà eu l'exemple, puisque je vous ai montré la vidéo d'une exécution, donc c'est pas tellement ça qui va nous intéresser pour l'instant. On a une application qui tourne. On va passer en mode debug, et on se retrouve en mode debug d'une application UWP tout à fait classique, et on verra même sans se déplacer, puisque le Raspberry est un peu plus loin, on a vu l'initialisation passer, la lecture des données qui arrive ici, et on voit ici, à chaque fois, l'heure, la température, la pression extérieure, enfin la pression dans la maison plutôt, dans mon labo, le taux d'humidité qui pour l'instant est très faible et qui ne correspond pas tout à fait à la réalité, parce que jusqu'à il y a 5 minutes que je tourne cette vidéo, en réalité le montage était caché, était protégé sous une protection, et donc il faut un certain temps pour que le degré d'hygrométrie se mette au diapason de l'extérieur. Et puis l'altitude qui est vaguement calculée avec une correction, en fait ça ne marche pas du tout, il faudrait utiliser les procédures de calibration qui existent dans la doc, le fameux datasheet du BME 280, dont je vous ai déjà parlé. Faire des trucs à la one again comme ici, ça marche pas tellement. Hein, ici, j'ai essayé de faire une correction de la pression, j'avais regardé la pression qu'il faisait, et puis je me suis dit, il y avait une différence de 7 hectopascals. Je me suis dit, j'en enlève 7. Bon, on voit que là, ça marche pas très bien, parce que si on enlève 7 à l'altitude qui est renvoyée, ça nous dit que en ce moment, je suis mort, et puis alors je suis bien enterré, puisque je suis à moins 33,6 mètres, ce qui est effectivement, là, on risque pas de venir m'enquiquiner. Hein. Donc, effectivement, c'est faux, puisque je suis là devant vous. Donc, c'est terminé pour cette revue du code, parce qu'elle est excessivement simple, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Et on va passer à une autre partie qui est tout aussi intéressante, qui sera celle de l'analyse logique des signaux qui se trimballent sur notre breadboard. Il est temps maintenant d'analyser les signaux logiques. Donc, grâce à l'analyseur logique et graphique, nous allons étudier les signaux qui transitent sur notre petit montage pour voir comment cela fonctionne et quelle interprétation on peut en faire. Alors nous voici sous Pulse View. Je vous en ai parlé déjà, il s'agit de ce petit logiciel qui est très très bien fait, qui est effectivement relativement simple, qui est open source, qui est gratuit, et qui fonctionne avec les drivers SIGROC pour pouvoir accéder aux sondes. Ici, j'ai ma sonde qui est reconnue comme une sonde C-Wave USB AX, peu importe, elle est reconnue. Et je vais pouvoir choisir comment je vais échantillonner. Donc on voit qu'on a 8 lignes, plus la ligne d'oscilloscope, elle ne m'intéresse pas tellement, mais on va voir comment ça se passe. On sait que notre signal va être autour d'un mégahertz, parce que j'ai déjà vu, je veux dire, donc on va choisir un échantillonnage un peu plus élevé, comme un échantillonnage par exemple à 8 MHz, pour être sûr de choper bien évidemment tous les éléments, et qu'il n'y ait pas des bosses, des creux qui soient détectés là où il n'y en a pas. Et puis je veux, à 8 MHz, j'aimerais bien avoir une seconde d'échantillon, donc bon là ça fait faire 8, 10, on va dire 10, allez. C'est ce qui est le plus proche. Donc maintenant, j'ai donné la longueur d'échantillon que je veux, exprimée donc en échantillon, et la vitesse d'échantillonnage, qui est donc de 8 MHz. Alors maintenant, j'ai plus qu'à faire run pour essayer de choper le moment où la sonde discute, puisque c'est toutes les 500 millisecondes, d'après notre timer, qu'elle discute avec, hop, hop, on a vu passer, et bien voilà, on a vu passer. On va me dire, c'est juste ça. C'est pas si mal que ça, parce que si vous regardez de près, et voilà, on voit passer en fait toutes les demandes. Alors, on va regarder même de plus près et on va voir apparaître les points, voilà, les points d'échantillonnage. Et là, ça nous permet de voir que quel que soit le carré, hein, il y a plusieurs points à l'intérieur, ce qui veut dire qu'on est sûr que ce sont bien des carrés, pas des creux, etc., que tout a été bien lu correctement. Je n'entrerai pas dans les théories, mais enfin vous savez qu'en termes d'échantillonnage, même pour la musique par exemple, si les CD sont au-delà de 40 MHz, de 40 kHz, pardon, c'est tout simplement parce que il faut au minimum de résolution, quand on veut échantillonner une fréquence, il faut être au minimum au double de la fréquence qu'on cherche à échantillonner. Donc si on échantillonne quelque chose à 20 000 Hz, qui est le seul maximum d'une oreille, alors on prend 22, parce qu'il y a des jeunes oreilles qui peuvent des fois entendre jusqu'à là, 22 000 Hz, si vous le doublez, vous arrivez à 44 100, qui a été la norme de celle des CD 16 bits au départ. Aujourd'hui, on travaille plutôt en 48 000 pour le son, voire en 196 000 quand on est en studio, mais peu importe. Ici, on a exactement le même problème, c'est-à-dire qu'on a un signal dont on ne connaît pas exactement la fréquence au départ. Après quelques essais, j'ai vu qu'on était aux alentours de 0,8 MHz, donc on a 1 MHz, donc il faudrait déjà être à 2 MHz pour échantillonner, et pour avoir un peu plus de tranquillité, puisque la sonde le permet, on est passé à 8 MHz, qui nous assure de bien avoir la totalité du signal. Alors vous voyez, bien sûr, on a beaucoup de blanc. Si on regarde, d'ailleurs, entre deux paquets, nous avons la possibilité de faire des mesures avec ce genre de petite jauge qui bouge. On va se mettre à peu près ici, et on va se mettre là pour la deuxième. Hop, là, si j'attrape.
Et ici, on a effectivement 535 millisecondes aux écarts près, des lectures, des choses comme ça. On est bien, puis là, je me suis mis à la fin et là au début, donc il faudrait que je me mette à la fin aussi. Et déjà là, bon, on est à 537 millisecondes, plus le temps qu'il a fallu pour faire tout ça. Alors c'est quoi le temps qu'il a fallu pour faire tout ça? Bah, il suffit de se mettre maintenant ici, et on va cacher ça, on va grossir notre... on va essayer de grossir, et on va voir par exemple qu'une communication de ce genre-là, eh bien ça prend pas beaucoup de temps, hein. Un petit paquet d'émissions, si on se met au début, on a un snap automatique, on va se voir ici, et on voit que ça, exactement, ça dure exactement 100 millisecondes. Hein, quelle coïncidence? Non, c'est certainement pas une coïncidence. Hein. Et donc on est à 10 kHz pour ce signal. Alors comme on a plein de lignes d'échantillonnage, et qu'on en utilise 3, parce que j'ai dit que sur la sonde on avait connecté 3, je vous les ai fait voir, le noir qui était le ground, et puis les deux fils qui correspondent à la clock et aux data du signal I2C. Bon, faut pas être un grand clair, ni être très habitué pour se rendre compte qu'il y a toutes les chances pour que ce signal-là, ici, qui est très régulier sur la deuxième ligne, ça soit les data, hein, à la clock. Et donc forcément, la ligne du dessus, si c'est pas le clock, ce sont les data. Donc on lui donne un nom parce que c'est plus pratique à faire. Ces lignes-là, elles nous servent à rien puisqu'on n'a pas fait de mesure avec. On va carrément les disabled, on les enlève, et on se retrouve avec quelque chose d'un tout petit peu plus simple. Mais arrivé ici, vous allez me dire, bon bah c'est joli, oui, on voit les carrés, les machins, on voit les bouffées de données qui sont traitées, on voit que dans une bouffée de données, on a effectivement un certain nombre de lectures qui s'enquillent les unes derrière les autres, ou d'écritures, et puis que si on diminue vraiment, on s'aperçoit qu'on a ça à peu près toutes les 500 millisecondes, ça correspond à notre programme. Donc c'est déjà rassurant, mais ça ne nous dit pas grand-chose. Bon, si, ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne. Mais ça veut dire quoi tout ça? Et c'est là la puissance d'un analyseur de signaux logiques quand il est bien fait, comme c'est le cas ici, c'est que nous allons pouvoir lui demander d'interpréter ces données en fonction d'un protocole donné. Et donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'I2C. Donc on va prendre de l'I2C de base, hein, Inter-Integrated Circuit, et on va dire qu'on veut rajouter l'interprétation de ce protocole. Alors on va le mettre là, on peut même se déplacer, hein. Et il n'y a rien à décoder parce que vous ne m'avez rien dit à propos des signaux qui sont là. Et effectivement, quand on clique sur le symbole du protocole, il me dit, mais c'est quoi qui joue le rôle de la clock? C'est quoi qui joue le rôle? Alors ça a l'intérêt, surtout quand il y a plusieurs fils, d'avoir bien nommé ces lignes au départ, comme je l'ai fait tout à l'heure. La clock, elle est ici, et les datas, elles sont là. On pourrait régler 2-3 trucs de plus. Ici, ça nous suffit. Et alors là, qu'est-ce que vous apercevez? C'est que notre communication, si on va essayer de revenir au début de cette communication, on va y être bientôt, voilà, là, il n'y a plus rien. Nous voici au début de cette communication. Nous avons ici un start bit, hein, puis l'envoi d'une adresse, et là il nous décode l'adresse qui est envoyée. Donc il nous dit, on écrit l'adresse 77 en hexa. Hein. D'ailleurs, si vous regardez, c'est parce que c'est 7-7. 11-10, c'est 7 en binaire, et donc 7-7, c'est l'avantage de l'hexadécimal et de binaire, hein, mais ce n'est pas des informaticiens que je vais le faire comprendre. Nous avons ici un write avec un bit à 0, un acknowledge, donc qui a été envoyé bien sûr par l'esclave. On va avoir un data write derrière, le FA, donc on retrouve un F avec 4-1, et puis un A, 10-10, puis ici un autre acknowledge qui est reçu, et ici un start repeat, donc qui est un élément du protocole, pour demander à faire quelque chose. Et là maintenant, il y a quelque chose de très important, on a un address read 77, donc on a précisé une adresse de lecture, et ici on a le data read, qui est donc la donnée qui est lue, qui est 82 en hexadécimal. Donc ça c'est très bien. Hein, on peut exporter, on peut faire des tas de choses, on peut sauvegarder ça sous format ASCII, on peut même avoir un dessin sous format ASCII si on veut, si on sauvegarde. Et ici, on a surtout à la fin ici notre stop bit qui est là. Donc on va pouvoir dérouler comme ça tout notre protocole et on pourrait vérifier, puisque à chaque fois qu'on doit dialoguer avec la sonde esclave, on doit lui envoyer son adresse, puisqu'on est en I2C, donc il faut commencer par envoyer l'adresse de l'esclave auquel on s'adresse, et puis l'adresse du port que l'on souhaite lire, et il y a la lecture de la donnée qui suit derrière. Donc là, il faudrait tracer le programme pour voir si c'est bien ce qu'on a envoyé. Enfin, notre programme fonctionne correctement, donc on ne va pas se poser trop de questions non plus. Mais vous comprenez l'intérêt de disposer de ce genre d'outil dès lors qu'on veut commencer à débugger, parce que comment s'assurer qu'on a bien écrit 77 et F9 hexadécimal au niveau de la puce? Peut-être qu'il se passe quelque chose qui ne va pas dans notre montage. Le seul moyen que vous avez, c'est de pouvoir sniffer directement sur le circuit électronique grâce à un analyseur logique qui va décomposer tout ça et qui va en plus nous donner les valeurs et nous décrypter en fonction, vous voyez, de tous les protocoles qui sont connus. Hein. Et il y en a un paquet. Si on va dans les utilitaires, par exemple, on a un timing, par exemple. Donc je peux rajouter cet autre protocole-là, qui est un protocole de timing, et qui me permet d'avoir tous les timings. Alors la deuxième ligne m'intéresse moins parce que
c'est un average, comme on n'a qu'une ligne de données, il n'y a pas grand-chose. Voilà, comme ça on la cache. On peut la monter aussi là-haut, pour avoir sous les yeux uniquement ce qui nous intéresse. Et là, on s'aperçoit, si on grandit, on a tous les timings de tout ce qui nous intéresse ici. Donc ça, c'est assez génial. Et ça, ce sont des petits utilitaires qui sont des protocoles supplémentaires qu'on a. Donc ici, on sait que toute cette partie-là va durer. Donc le front ici qui est là, hein, c'est ça qui est mesuré sur le front data, il est mesuré là. Donc là, on lui demandait de mesurer quoi? La ligne data. C'est bien la ligne data, puisqu'on en a une qu'on a appelée data, il l'a reconnue même automatiquement, c'est quand même assez sympathique. On notera que si on fait réapparaître ces petits zinzins, si je veux prendre un élément d'horloge et que je veux mesurer combien ça fait, on va grossir pour avoir le texte, eh bien vous voyez qu'ici on est à 888 kHz et qu'on est donc presque à 1 MHz et chaque cycle là dure 1125 nanosecondes. Et là on a l'offset par rapport au temps de départ qui se trouve la grande ligne qu'on a pris. Ici ça va beaucoup de sens puisqu'on laisse courir, on chope. Mais des fois on pourrait avoir un départ synchronisé sur des triggers, et là on choperait éventuellement qu'au moment où l'émission se produit. Donc voilà, on ne va pas y rester plus longtemps, après on peut sauvegarder tout ça, on peut en faire des tas de choses. Je voulais vous faire voir ça parce que c'est essentiel. Si vous commencez à dialoguer avec des sondes, si vous faites du I2C, du SPI ou d'autres protocoles série, vous aurez à un moment donné indubitablement besoin d'un analyseur de signaux, et voilà comment ça se présente, et voilà comment on s'en sert. Et oui, c'est terminé pour cette vidéo. Et je dirais même c'est terminé pour la série de 3 vidéos sur l'introduction à Windows 10 et IoT Core. Oui, elle formait un tout. La première vidéo nous montrait comment mettre en œuvre ça sur un Raspberry Pi, avec le formatage des cartes SD, tous les outils logiciels que Microsoft fournit pour pouvoir le faire. La partie 2 nous montrait comment programmer en background, ce qui est essentiel sur ce genre de petites machines qui souvent fonctionnent, par exemple en domotique, sans forcément être dotées d'un écran, d'un clavier, d'une souris. Et puis cette troisième vidéo qui nous parlait des protocoles série, et notamment SPI et I2C, qui permettent de faire communiquer ensemble les puces pour faire des montages un peu intelligents et notamment exploiter des sondes. Donc, c'est terminé pour cette partie. N'oubliez pas que Windows 10, ce n'est pas seulement du prototypage et de l'amusement pour pouvoir faire des montages amateurs de type domotique. C'est un outil de prototypage très sérieux. Il existe des versions payantes de Windows 10 IoT Core, alors qui ne s'appelle pas Core, c'est Windows 10 IoT, et qui permettent à des industriels de fabriquer des appareils réellement utilisables et vendables. La partie Core permet juste de se former ou de prototyper et d'apprendre tout simplement à se servir de ces machines, de ce nouveau mode de fonctionnement. Car si l'avenir est toujours incertain, si l'avenir est toujours difficile, voire impossible tout à fait à prévoir, il y a une chose dont on est sûr, c'est que des machines de type IoT, il y en a de plus en plus, il y en a déjà des milliards sur Terre, et demain ces machines connectées seront de plus en plus nombreuses. Alors vous allez me dire, oui, mais dans ces 3 vidéos, il en manquerait une 4e, car nous n'avons pas parlé justement de cette fameuse connexion. Alors bien sûr, nous n'avons pas parlé de cette partie-là, mais elle n'est pas très difficile à comprendre, puisque vous savez déjà vous servir de C#, vous savez prendre un HTTP client et aller regarder ce qui se passe sur un web service et lui envoyer des données ou venir en recevoir. Donc c'est pas la partie la plus essentielle, c'est des choses que vous savez déjà faire dans un langage que vous connaissez déjà. Mais je ne dis pas qu'il n'y aura pas une 4e vidéo un jour sur ce sujet précis, bien évidemment. D'ailleurs, à ce titre, vous pouvez me proposer d'autres idées de montage ou de choses à réaliser avec Windows 10 IoT Core, des sujets plus particuliers que vous aimeriez voir abordés, et j'essaierai d'en tenir compte pour une future série. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, parce qu'il y aura toujours des vidéos sur cette chaîne, sur .blog, sur Xamarin Forms, il y aura toujours des articles sur .blog, à peu près une centaine par an en moyenne sur les 10 dernières années, donc il y a de quoi lire. Donc, comme je le conclus sur le blog, eh bien, stay tuned.